Toutes et à tous, bienvenue dans ce 7e atelier organisé par le collectif de l'Appel pour une région Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire. Vous pouvez retrouver le manifeste de l'Appel sur le lien disponible dans la conversation et pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, il n'est pas trop tard pour le signer. Je suis Solène Ménager, co-chef de file ELV pour les régionales en Mayenne, enseignante et élue de Javron-les-Chapelles. Je connais également le milieu agricole d'assez près puisque mon mari est agriculteur. Ce soir, nous aborderons les questions agricoles et alimentaires, et en particulier comment la politique régionale peut accompagner le monde agricole pour répondre à l'attente sociétale d'une alimentation plus saine et plus locale. Le rôle qui m'a été confié, c'est d'animer cet atelier, de distribuer la parole et de garantir un débat constructif et serein. L'objectif de cet atelier, c'est de partager nos expériences, nos possibles solutions et points de vue, ainsi que de confronter nos idées. Tout cela dans l'optique de dégager des pistes de propositions sur ce thème de l'alimentation saine et issue de l'agriculture locale dans le cadre des élections régionales de 2021. Une fois que nos grands témoins se seront exprimés, nous aurons un échange d'environ une demi-heure où vous pourrez poser vos questions. Nous finirons vers 19h45 et vous pouvez d'ores et déjà rédiger vos questions par écrit, soit en commentaire du Facebook Live ou dans l'onglet Conversation sur Zoom. Si vous êtes connecté sur Zoom, vous pouvez également intervenir à l'oral en l'indiquant dans le chat. Donc, ce soir avec nous pour en parler, nous avons Amandine Le Breton, ingénieure agronome et directrice plaidoyer de la Fondation Nicolas Hulot, anciennement en charge des questions agricoles à la Fondation. Mathieu Courgeot, éleveur laitier en Vendée, président de la plateforme Pour une autre PAC qui regroupe 44 organisations travaillant sur la réforme en cours de la politique agricole commune, et Joël Gernot, ancien président de Mangelio 53 et producteur de lait nouvellement à la retraite. Donc, l'objectif de notre échange, je le rappelle, pour bien orienter nos discussions, c'est de réfléchir tous ensemble sur la manière dont notre région peut accompagner le monde agricole pour répondre à l'attente sociétale d'une alimentation plus saine et plus locale. Donc, je vais laisser la parole tout d'abord à Amandine Le Breton. C'est à toi. Bonjour à tous et je suis ravie d'être ici parmi vous. Alors, on a un petit peu préparé avec nos collègues, donc évidemment, l'agriculture en Pays de la Loire, ça a une place essentielle puisque l'emploi agricole occupe 4% des actifs de la région et 70% du territoire est couvert par l'agriculture. Donc, les uns les autres, on vous présentera notre souhait d'une région des Pays de la Loire avec une agriculture plus diversifiée, de qualité, qui a fait aussi sa transition agroécologique, vivante au niveau local. Mais c'est vrai que, de mon point de vue, la transition écologique et sociale de l'agriculture n'est pas complète vraiment si la région, finalement, ne s'attache pas à travailler sur ce qui nous touche chacun et ce qui fait notre lien à l'agriculture, c'est l'alimentation. Et clairement, l'enjeu de la région et son rôle, c'est de faire en sorte que cette transition agroécologique et agricole aille jusqu'à la transition alimentaire et bénéficie à tous, quel que soit son revenu, quel que soit son lieu de vie, quel que soit son âge. Et donc, la région doit jouer son rôle dans un droit à l'alimentation saine et durable pour tous. Et donc, se pose la question clairement de son accessibilité. Alors clairement, la crise de la Covid a fragilisé encore plus certaines populations qui avaient déjà certaines difficultés, notamment économiques, puisqu'on a pu observer, notamment au niveau national, que la précarité alimentaire a cru de 25 à 40% selon les sources. Et donc, évidemment, on se retrouve dans un contexte un petit peu plus tendu socialement, économiquement, qu'il y a encore quelques mois. Et donc, clairement, la région peut jouer et doit jouer, comme toutes les régions, un rôle d'accélérateur de cette transition agroécologique, de cette transition alimentaire, un rôle d'expérimentation aussi, finalement, pour ce droit à une alimentation saine et durable pour toutes et tous. Et puis, elle doit être le moteur de ce qu'on peut appeler une démocratie alimentaire, en tout cas de ce que certains appellent une démocratie alimentaire, pour qu'on puisse tous ensemble parler de notre alimentation, de la fourche à la fourchette. Alors, pour faire rapidement, en fait, il y a deux espaces finalement qui peuvent être des moteurs justement de démocratie alimentaire et d'accélérateurs de la transition alimentaire. Il y a d'abord la restauration collective, puisque en fait, c'est des espaces où, d'une part, on construit des repas pour ce qu'on appelle une clientèle captive,
Mais surtout, en fait, c'est un fort enjeu social puisque c'est la garantie d'un repas équilibré chaque jour si on parle de la cantine scolaire et en particulier des lycées pour les régions. Évidemment, ce caractère social, il se retrouve dans cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on peut proposer des aliments sains tous les jours, notamment dans les lycées. Et donc, on l'a vu d'ailleurs pendant la crise, hein, le fait d'avoir fermé les restaurants scolaires, ça a ajouté une difficulté pour des publics touchés déjà par la précarité. Alors, si la région veut jouer son rôle, clairement, elle doit jouer son rôle déjà pour atteindre les objectifs de la loi, puisqu'il y a la loi Egalim hein, qui donne pour objectif 40% de produits durables, dont 20% de produits bio en restauration collective à l'horizon 2022. Mais évidemment, elle doit jouer ce rôle pour atteindre cet objectif, mais aussi pour aller plus loin, si on veut une région qui fait plus et qui fait mieux sur la transition agricole et alimentaire. Alors d'abord, on peut se donner une priorité au bio et local. Il y a quand même, avec cette région, notre belle région, qui a à la fois une diversité de production, mais aussi des productions de qualité très labellisées. On peut se donner des objectifs supérieurs à ceux de la loi Egalim, typiquement sur la viande, mais je crois que Joël en parlera tout à l'heure, puisque aujourd'hui, en restauration collective, et ça c'est pour toute la France, en fait, on apporte encore beaucoup de viande pour nourrir nos enfants, pour faire des repas dans les EHPAD ou dans les lycées, ou dans les restaurants administratifs. Donc, il y a cette priorité au bio et local avec des objectifs qui doivent être ambitieux sur ces deux aspects. Et la région peut jouer aussi un rôle très important en soutien à l'investissement, puisque pour atteindre ces objectifs, on a pu montrer qu'en fait, on avait besoin de transformer finalement la manière de travailler l'alimentation, de travailler sur des produits bruts, par exemple, de changer de matériel, d'avoir une légumerie, de faire des formations pour des repas végétariens. Et ça, c'est un coût pour les collectivités et la région peut accompagner ça en soutenant l'investissement. Le troisième pilier finalement de cette alimentation saine et durable, accessible à toutes et tous, c'est la lutte contre la précarité alimentaire et notamment chez les plus jeunes, puisque en fait, au-delà de la restauration collective, la région doit apporter des réponses sur la précarité grandissante, j'en parlais tout à l'heure, et notamment chez les plus jeunes, donc hors repas dans les lycées. Donc, il y a trois façons, mais dont on peut discuter tout à l'heure, qui pourraient permettre de lutter contre cette précarité. Il y a d'abord le soutien, par exemple, des épiceries solidaires, notamment pour les étudiants. Il y a cette idée de chèque alimentaire pour les produits bio et locaux. Alors, il semble que dans la loi climat qui va bientôt passer au Conseil des ministres à l'Assemblée nationale, il y a cette dimension, mais en tout cas, on verra, puisque tout se discute, vous le savez. Mais la région peut encore accélérer, si on estime que la région a en effet ce rôle d'accélérateur de la transition. Et puis enfin, on peut imaginer des partenariats avec les lycées agricoles qui doivent aussi anticiper les changements qui vont être menés au sein de l'agriculture. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup, Amandine. Je vais laisser maintenant la parole à Mathieu Courgeot. C'est parti. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, je suis aussi très content d'être avec vous ce soir sur ce thème qui est particulièrement important, l'agriculture et l'alimentation. Donc moi, en complément de ce qu'a dit Solène, donc moi, effectivement, je suis paysan en Vendée et je suis donc porte-parole, je suis président d'une association qui s'appelle Pour une autre PAC, donc qui travaille au niveau national avec 44 organisations qui sont d'horizons divers. En gros, qui est une association d'alliance entre organisations agricoles, organisations environnementales, de solidarité internationale et de citoyens consommateurs. Voilà, donc la FNH, la fondation de Nicolas Hulot, fait partie des adhérents à cette fondation, à cette association. Donc, on travaille spécifiquement sur la PAC au niveau national, au niveau européen et dans les jours à venir, même dès demain au niveau régional, et en partie sur les futures élections régionales dans les mois à venir, puisque je ne sais pas si la date est tout à fait arrêtée. Donc, on travaille plutôt sur une forme de plaidoyer, donc auprès des décideurs, que ce soit au niveau régional, national ou européen, et puis aussi sur une forme de mobilisation des citoyens, des paysans sur ces thématiques agricoles et alimentaires, et en particulier la PAC pour ce qui nous concerne. Voilà, donc en fait, le constat qu'on fait, nous, c'est qu'on fait un constat quand même d'échec
de la PAC, des politiques agricoles en général, que ce soit sur le milieu agricole, où ce qu'on voit, c'est que le revenu paysan est quand même pas à la hauteur dans beaucoup de filières, que le renouvellement des générations, l'installation de paysans n'est pas à la hauteur. Hein, le secteur agricole perd des emplois régulièrement. Le nombre de paysans qui arrivent à la retraite, là, ça va être à peu près 50% dans les 10 ans à venir, et on n'est pas sûr de savoir comment les remplacer. Donc là, il y a une vraie attente que si demain on veut faire de l'alimentation en circuit court, en bio dans les lycées, ben voilà, il va falloir des paysans pour produire. Et donc ça, c'est un vrai souci qu'on peut avoir pour la décennie à venir. Un deuxième constat qui est sur les problématiques environnementales. Voilà, on a une qualité de l'eau qui est dégradée dans certains endroits. En Pays de la Loire, on est à 11% de la masse d'eau qui est qui est de bonne qualité écologique. Donc c'est un vrai souci. On est même passé en dessous de la Bretagne. C'est pour dire. On a un souci sur la biodiversité, on a un impact fort du secteur agricole et alimentaire sur le climat, qui peut aussi être source de solutions, hein, l'agriculture, sur le stockage de carbone notamment. Donc voilà, ça, c'est des vraies questions de fond qu'ils vont avoir. Et puis effectivement, Amandine l'a dit, sur les problématiques de l'accessibilité à l'alimentation, sur la précarité alimentaire, mais aussi sur la santé alimentaire, où là, ça fait partie des enjeux aussi qu'on surveille de près. Et donc la PAC, en tant que politique structurante de l'évolution des modèles agricoles, elle a une place très importante. Et donc là, on est en cours de réforme. Là, on attend demain, on a une réunion avec le ministre pour justement lancer ce cycle de négociation sur la future PAC qui va se mettre en place entre 2023 et 2027. Donc, on va, voilà, dans les 6 mois à venir, dans les 8 mois à venir, on va pouvoir définir qu'est-ce qu'on veut comme modèle agricole et alimentaire pour les 7-8 ans à venir. Donc, c'est une étape qui est extrêmement importante. Et là-dedans, la région, les conseils régionaux, ils ont une partie importante puisqu'ils sont, jusque-là, ils étaient gestionnaires d'une partie du budget de la PAC. Ça va être encore le cas sur la prochaine programmation, donc entre 2023 en gros et 2027. Donc, ils vont avoir quand même des manettes pour faire bouger les choses au niveau régional sur plusieurs thèmes, hein, sur à la fois l'installation de transmission, comment est-ce qu'on installe des paysans demain, comment est-ce qu'on transforme des fermes demain, comment est-ce qu'on arrive à accompagner les personnes, les porteurs de projets qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui veulent s'installer demain, et qui demandent une attention, on va dire, particulière. Donc là, c'est un vrai challenge que vont avoir les prochains conseillers régionaux. Un autre élément important, ça va être tout ce qui est accompagnement à la transition agroécologique. Là, c'est pareil, le conseil régional va continuer à avoir des missions importantes sur quels outils, quel budget on donne aux agriculteurs pour pouvoir s'engager dans la transition agroécologique. Donc ça sera une mission très importante des futurs conseillers régionaux. Et puis, Amandine a dit sur la partie alimentaire, donc je ne vais pas y revenir. Donc voilà, donc là, ça fait partie d'un ensemble de choses qui sont quand même extrêmement importantes. Nous, ce qu'on dit pour une autre PAC, on est très attaché à ça, c'est avoir une vision systémique en fait, des choses. C'est-à-dire que si on veut faire de l'alimentation de qualité, il faut installer des paysans. Si on veut la faire sur la durée, il faut aussi pouvoir modifier les modes de production. Donc voilà, tout ça, c'est un tout. Et il va falloir vraiment mettre le paquet vu à la hauteur des défis qu'il y a à relever là, dans les 10 ans à venir, que ce soit sur la partie agricole, la partie environnement, la partie biodiversité, la partie alimentation. Il va falloir quand même avoir des politiques régionales extrêmement ambitieuses pour pouvoir relever tous ces défis. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Joël. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi aussi, je suis très content d'être là, de travailler sur un sujet qui m'anime depuis un certain temps. Donc, nous, pendant 33 ans, avec ma compagne, on a fabriqué du fromage, nous, sur notre ferme, qu'on a commercialisé en circuit court, hein, dans les AMAP, les marchés, les magasins fermiers et la restauration collective. Hein. Solène a parlé tout à l'heure de l'alimentation. Moi, je vais tenter de faire le lien entre, de vous montrer comment on peut faciliter l'acheminement de ces produits locaux de qualité vers les lieux de consommation. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de la Restoco. En Mayenne, on a créé une structure qui s'appelle Manger Bio 53. Il y en a aussi dans les autres régions, dans les autres départements. C'est une coopérative qui a été créée par les paysans pour commercialiser leurs produits auprès de la Restoco. Et qui avait aussi pour objectif de développer la bio, donc de créer des installations, développer l'installation,
et de contribuer à l'introduction de produits bio dans les cantines. Aujourd'hui, Manger Bio, c'est 40 producteurs, 6 fournisseurs, 2 salariés, un logiciel de commande en ligne, les cuisiniers passent leurs commandes et les producteurs lisent les commandes et assurent la livraison. Ça ne peut pas être plus simple. Un conseil d'administration qui pilote la SIC. Nous avons fait le choix de cette structure SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui permet de réunir l'ensemble des acteurs de la filière, donc à savoir les clients, les producteurs, mais aussi les cuisiniers et aussi des partenaires financiers comme les cigales. L'idée au départ, c'était de se dire que l'introduction de produits bio dans les cantines, ce n'était pas que l'affaire des paysans, c'était aussi de l'affaire de l'ensemble des acteurs qui tournent autour des cantines. Mais vous allez vous demander peut-être pourquoi créer une structure pour faciliter la bio dans les cantines. Ça pourrait se faire en direct entre les producteurs et les cuisiniers ou les gestionnaires d'établissements. Mais tout simplement parce que les cuisiniers, plutôt que de passer X commandes à X producteurs, eh ben, ils passent une commande au Manger Bio et la suite de ça, il y a une seule facturation. Donc, ça leur facilite pour eux toutes ces commandes. Aujourd'hui, ils sont même beaucoup plus exigeants. Ils nous demandent un seul moment de livraison. On entend souvent parler des coups de sonnette, là, ils perdent beaucoup de temps à recevoir les produits. Donc, d'où l'idée, en ce moment, on réfléchit à la mise en place d'une plateforme logistique. Voilà, tout ça, ça paraît bien fonctionner, ça roule, mais on a quand même quelques difficultés. Le Manger Bio en Mayenne, il a été créé en 2012 avec l'aide de la région et du département. Il y avait une volonté politique forte à l'époque de développer ces Manger Bio. Ça a été vrai partout où il y avait des Manger Bio sur le territoire en France. Ce qui nous a permis, nous, d'embaucher une première salariée, puis une deuxième salariée plus tard, aussi avec des aides à l'emploi, et ce qui nous a permis de développer la structure et de pouvoir vendre de plus en plus de produits bio dans les cantines. Mais voilà, depuis le changement de région, il y a 5 ans, nous n'avons plus d'aide de la région. À un moment où on était en plein développement, où là, on avait ces moments où on avait le plus, on avait vraiment besoin de financement. Démarrer une structure comme celle-là, ça veut dire un besoin de commercial. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait des compétences dans le commerce pour travailler avec les clients. Mais il faut aussi quelqu'un qui travaille avec les producteurs. Il y a un besoin de structuration de l'offre. Tout à l'heure, Amandine a parlé de la loi Egalim avec les 20% de bio. Si on veut atteindre ça, il faut aussi que la production suive, que la production l'atteigne. Donc, il y a tout un travail à faire sur l'offre. Mais bon, ces difficultés-là financières nous ont contraints donc, à travailler avec les autres départements. Dans le département, il y a un Manger Bio en Loire-Atlantique, le 44, un Manger Bio dans le 85. Et le Maine-et-Loire et la Sarthe n'ont pas de Manger Bio, mais souhaitent aussi travailler sur la restauration collective. Donc, on a travaillé à la création d'un Manger Bio régional. Donc, c'est une structure, ça sera une SIC aussi, c'est une structure qui va démarrer en juillet 2021. Et pour le coup, la région est prête à l'aider. Donc, ça devient une structure régionale. Donc, il y aura des aides, sans doute, il y aura des aides de la région. Voilà, pour réussir à introduire des produits locaux dans les cantines, il y a ce que je viens de vous dire, essayer de faciliter l'acheminement des produits, mais cela demande aussi un travail au niveau des cuisines, des cuisiniers et des gestionnaires. Bon, c'est des choses qu'on entend souvent, mais ça veut dire travailler des produits frais, des produits de saison. Travailler des produits frais, des produits de saison, ça veut dire dans certains cas recréer des légumeries dans certains établissements. Et donc, ça veut dire aussi des investissements. Travailler sur le gaspillage, ça c'est des choses qui se font depuis un certain temps avec des résultats très intéressants.
sur la façon de cuisiner, ce qui permet les cuissons à basse température, qui permet de réduire les grammages. Et voilà, tout ça, ça demande aussi un certain nombre d'investissements. Donc, au moins en ce qui concerne les lycées, la région est concernée sur du matériel et surtout de la formation des équipes de cuisine, quoi. Mais c'est aussi très valorisant pour les équipes, les échanges qu'on a avec les équipes qui pratiquent ces nouvelles méthodes, c'est aussi très valorisant pour l'ensemble des équipes. Mais pour réussir tout ça, il faut aussi une volonté politique, hein. Alors, nos élus régionaux, futurs élus régionaux, ont au moins la main sur les lycées. Donc, mesdames, messieurs les élus, on compte sur vous. Merci Joël. Merci à vous trois. On voit là à quel point le sujet est vaste et touche un nombre important d'acteurs sur notre territoire. Donc, on a déjà des questions. On va prendre une première série de questions. Donc, vous n'hésitez pas à signaler dans le chat si vous souhaitez poser votre question à l'oral en étant connecté sur Zoom. Sinon, j'ai déjà quelques questions à l'écrit. Donc, la première, c'est celle de Bertrand Rouault par Zoom. Les règlements sur les marchés publics permettent-ils à la région d'être prescriptrice d'un approvisionnement bio et local pour les lycées? Le cas échéant, peut-on les contourner? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question parmi vous? Moi, je peux répondre sur les marchés publics. Oui, nous, on répond aux marchés publics avec une structure comme la nôtre, hein. Après, on se retrouve aussi en concurrence avec plein d'autres structures qui aujourd'hui répondent à ces marchés publics, hein. Voilà. Merci. Oui, il y a une question sur les produits locaux, parce qu'en fait, les marchés publics n'autorisent pas la mention des produits locaux. En revanche, alors il y a deux choses. Il y a pour les petites structures qui n'ont pas besoin de passer par les marchés publics, finalement, c'est possible. Et pour les plus grosses structures, là, clairement, ce n'est pas possible, sauf à y adosser bio et local, par exemple. C'est-à-dire à y associer une mention de produits de qualité, ainsi qu'un label, en tout cas. Mais en effet, il y a des petites manières pour essayer de s'approvisionner en local. Il y a passer par des groupements, ce que vient de raconter Joël. Il y a le fait de mentionner dans le cahier des charges la mention produits frais, très frais, ce qui fait qu'en fait, pour certaines productions, comme notamment les fruits et légumes, ça permet d'être un critère de qualification finalement des produits. Donc oui, il y a un petit corpus d'astuces comme ça qui font qu'on peut faire du plus local. Mais en revanche, il y a bien une question de code des marchés publics qui aujourd'hui interdit de mettre aussi clairement, notamment pour les plus grosses collectivités. Merci à vous. J'ai une deuxième question d'Emmanuel Garnier sur Zoom également. Peut-être plus pour Amandine. En restauration collective, l'objectif est de 20% à l'horizon 2022. Et la région peut-elle soutenir les collectivités territoriales? L'objectif de bio, j'imagine. Alors, à mon sens, mais je pense Joël et Mathieu pourront compléter aussi, ce que peut faire la région, c'est créer les dynamiques. Alors, il y a tout ce qui est projets alimentaires territoriaux également, qui est apparu dans la loi, qui sont les dimensions justement collectives, qui mettent en lien collectivités, agriculteurs, consommateurs. Et la région peut favoriser en fait ce climat d'une production soutenue, notamment sur la bio, locale et diversifiée, et puis la mise en place d'espaces où les consommateurs savent où ils peuvent aller chercher ces produits-là. Et c'est vrai qu'en Pays de la Loire aujourd'hui, notamment dans certains départements, et pour ne pas citer la Mayenne, ces circuits-là plus locaux, plus localisés, qui sont demandés par les Français aujourd'hui, notamment après la crise, et dans certains endroits, ils n'existent pas. Donc si on ne crée pas ces liens, et c'est le rôle de la région, en effet, un consommateur a du mal à trouver ces produits, même s'il en veut. Donc la région peut créer ce climat, peut soutenir les associations qui organisent ces échanges-là, et donc en ça anime de fait les objectifs des collectivités. Merci. Et Emmanuel Garnier a une autre question. Et par exemple, quel est le coût d'une légumerie
Et qu'est-ce qu'une légumerie par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure? Légumerie, c'est un lieu où on épluche les légumes, tout simplement, dans une cantine. Le coût, je ne sais pas, j'ai pas d'idée de coût. Je sais que c'est des investissements qui sont assez importants, mais j'ai pas d'idée d'un. Ça dépend beaucoup de la taille, hein. Il y a, par exemple, en Île-de-France, ils ont mis en place une grosse légumerie, puisqu'en fait, une légumerie, ça reste un outil qui peut être au service de beaucoup de restauration collective. Donc, évidemment, ça dépend de la taille des restaurants à pourvoir, mais il y a des fours à basse température, enfin, ça coûte plusieurs milliers d'euros, par exemple. Enfin, on voit bien que la somme de l'ensemble des... Alors, ça c'est pas que la légumerie, mais l'ensemble du matériel de restauration collective qui permettent de travailler les produits beaux, de refaire de la cuisine, en fait, hein. Parce qu'il y a encore beaucoup de restaurants collectifs où on fait malheureusement plus de cuisine, c'est-à-dire on ouvre des plats réchauffés, etc. Ça c'est encore une réalité, même s'il y a une prise de conscience. Donc, en fait, c'est un réinvestir la cuisine en achetant du matériel de cuisine, dont le travail des légumes. Donc, ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros dans certaines collectivités territoriales. Ok, merci pour cette réponse. On a également une question-remarque de Gwenaël Craes, j'espère que je prononce bien, sur Zoom, qui est maire d'une commune de Loire-Atlantique. Et il dit « Nous cherchons à labelliser notre restaurant scolaire, 90% local, 70% bio, avec territoire bio engagé. Ce qui permet de valoriser notre démarche, mais surtout pour être accompagné à faire mieux. L'échange d'expérience permet de mieux faire. » C'est un label que vous connaissez, Territoire bio engagé? Moi, je connais de nom, mais pas plus. D'accord. Donc, j'ai une autre question de Claudie Boileau sur Zoom également. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure d'apporter la production de base pour mettre en place la loi sur l'alimentation bio et locale? Est-ce qu'il y a une étude sur cette corrélation? Je ne sais pas s'il y a une étude qui a été faite là-dessus, mais on sent bien, nous, sur le terrain, que ça demande un travail, ce que je disais tout à l'heure dans la présentation, ça demande un travail important sur l'offre. On ne pourrait pas, il faut être clair, hein, on ne pourrait pas faire face à 20% de bio demain dans les cantines. Enfin, il faut que ça demande un temps que la demande progresse, mais que l'offre progresse en même temps, que ça monte crescendo ensemble. Il y a de plus en plus, enfin, il y a de plus en plus de fermes en bio, il y a des installations en bio, mais ça demande encore un travail, et sans doute que la région elle a un rôle à jouer aussi là-dessus sur la bio, hein. On est quand même dans une région où on n'a plus la prime du maintien à la bio, hein. Peut-être pour compléter ce qu'a dit Joël, moi je partage tout à fait son point de vue, et puis pour dire aussi que en fait qu'il va falloir aussi miser sur l'installation beaucoup, parce que c'est vrai que de partir sur un débouché quand on est agriculteur qui est plutôt de la restauration collective, et ben quand on est en cours de carrière, des fois c'est pas évident de changer, c'est pas évident de partir sur vraiment un autre débouché, de construire un labo, etc. Donc c'est vrai que si on veut vraiment réussir à raccourcir les légumes, il va falloir quand même à raccourcir les circuits, pardon. Il va falloir mettre le paquet sur l'installation, et puis que la région elle soutienne vraiment les installations en garantissant des débouchés quelque part aux paysans qui s'installent. Donc c'est un vrai défi qui va pas se faire en 1 an, en 2 ans, mais qui à l'échelle d'un mandat, on peut quand même voir des sacrés résultats, quoi, je pense. Donc il y a ce lien à faire entre fourniture d'alimentation locale et le social, on va dire, installation, transmission des fermes. On avait justement, Mathieu, une question de Pierre Carré là sur Zoom qui dit une problématique importante est celle du renouvellement des agriculteurs, comme tu dis. La tendance est souvent un agrandissement soutenu par les SAFER sur base de critères de viabilité économique. Quelles actions sont attendues au niveau régional sur ces questions? Alors, le constat, je le partage. La région peut faire beaucoup, hein, sur ces questions. Après, bon, il y a plein d'autres choses, hein, qui rentrent en ligne de compte sur l'installation, sur la transmission des fermes, sur l'emploi. Mais la région, elle a la capacité quand même à animer beaucoup plus qu'elle le fait aujourd'hui des choses, notamment sur la formation, sur la formation des jeunes, sur le côté
engagement précoce dans l'agriculture. Ce que je veux dire, c'est que tous ceux, aujourd'hui, il y a beaucoup de porteurs de projets, de jeunes ou moins jeunes, qui viennent frapper aux portes des différentes organisations pour dire moi, je ne suis pas du milieu agricole, mais m'installer paysan, ça m'intéresse. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une vraie faiblesse de moyens pour les organisations qui accompagnent ces porteurs de projets, alors qu'il y aurait un gisement quand même assez important pour de futurs paysans, quoi. Donc là, c'est un vrai levier de la région, à mon sens. Et puis après, il y en a d'autres que peut avoir la région aussi, sur comment est-ce qu'elle accompagne. Voilà, on a parlé du maintien bio aussi. On sait que c'est une mesure qui n'est pas forcément liée de prime abord, le maintien bio, mais on sait que si on remet du maintien bio, on facilite la transmission de ferments bio, par exemple. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qu'il faut mettre en place pour réussir à créer une vraie dynamique dans les territoires en faveur de l'installation, de raccourcissement des circuits, relocalisation, etc., etc. Merci pour ta réponse. On a une question aussi de… Je peux ajouter un point, oui, bien sûr. là-dessus, pardon, parce que ça me paraît absolument essentiel aussi. Je vois aussi une remarque sur le fait que ça maintient des tissus ruraux vivants. Et je pense qu'on ne peut pas décorréler le fait d'avoir une agriculture vivante à avoir des territoires vivants. Et donc, il y a la question, en effet, de l'installation des jeunes, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 2/3 des jeunes, notamment installés hors cadre familial, c'est-à-dire non issus du milieu agricole, qui n'a pas des parents, des oncles et tantes issus du milieu agricole, s'installent sur des systèmes agroécologiques. Donc, c'est intéressant de voir aussi l'appétence pour ces systèmes-là. Mais je voulais compléter ce que disait un petit peu Mathieu, parce qu'évidemment, il y a toutes les questions d'installation, de donner envie, en fait, et aussi de créer des vocations pour l'agriculture. Il y a cet énorme enjeu-là. Mais il y a aussi l'enjeu de la transmission des exploitations et notamment le fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de régions, départements, c'est le cas dans le nôtre, il y a des points accueil installation. Et finalement, toute la partie de transmission, elle est, il me semble, un peu délaissée ou sous-investie en tout cas, alors que le parcours de transmission, et peut-être que Joël pourra nous en dire beaucoup plus, le parcours de transmission est finalement tout aussi important que le parcours d'installation, et finalement se faire rencontrer installation et transmission, c'est assez essentiel. Et c'est en ça que les collectifs, alors comme les CIVAM, le réseau Impact en général, est essentiel parce qu'ils maillent le territoire et font se rencontrer les jeunes et les moins jeunes qui cessent leur activité. Et donc, ce lien-là, transmission-installation, il ne faut pas, à mon sens, décorréler les deux, et pourquoi pas faire en sorte que justement la région crée ces fameux points accueil, installation-transmission, pour ne pas rester justement sur seulement les questions d'installation. Effectivement, les réseaux CIVAM, enfin, le réseau Impact plus largement, travaillent beaucoup là-dessus. Nous, on a eu l'occasion, par exemple, de faire une formation à la transmission avec la FOC. Et aussi sur l'installation, je pense à la SIAP, pour le coup est financée par la région. SIAP, c'est Coopérative d'installation en agriculture paysanne, qui permet à des jeunes de travailler sur leur projet en stage dans une exploitation pendant une année entière avant l'installation, ou même pour des jeunes qui réfléchissent à un projet, qui n'ont pas encore un projet très précis d'installation. Donc ça permet, donc il y a une rémunération, c'est la possibilité d'être en stage. Sur notre exploitation, par exemple, nous, on avait on a 2 repreneurs, et une de Lucille a été en stage SIAP pendant 1 an avant de reprendre l'exploitation chez nous. C'est un outil qui est très, très, très intéressant. Là, pour le coup, la région, il faut qu'elle continue. Elle peut même aller plus loin. Merci. Merci, Joël. Effectivement, on a rencontré Lucille lundi. Elle est ravie de son stage. Donc, j'ai une autre question de Maëlle par Facebook. La région redistribue une part de la PAC. A-t-elle une marge de manœuvre pour que cette distribution s'appuie sur des critères vertueux? Bon, ça doit être pour moi, celle-là. Oui, clairement, oui. La région a beaucoup de marge de manœuvre pour travailler sur les critères. En fait, dans la future programmation PAC, entre 2023 et 2027, la région pourra travailler donc sur les critères d'attribution pour les jeunes qui s'installent, justement. Donc, voilà, quel système on souhaite encourager ou pas. Elle pourra travailler aussi sur tout ce qui est investissement. Donc, quand on donne des aides à l'investissement,
que ce soit à l'agriculture ou à l'agroalimentaire. Enfin, les aides à l'agroalimentaire ont un peu défrayé la chronique il y a quelques mois. Donc voilà, on peut mettre des critères plus ou moins stricts, qui encouragent plutôt dans un sens ou dans l'autre. Donc clairement, oui, là-dessus. Et la dernière partie, c'est effectivement, enfin la troisième partie, c'est plutôt sur les impacts, enfin sur les mesures de transition agroécologique. Là, on a une région qui a fait le choix, par exemple, de ne pas mettre beaucoup de budget là-dessus, et donc tous les territoires ne sont pas ouverts. Alors, je vais employer des gros mots. Les MAEC. Donc, en fait, c'est des mesures qui permettent aux agriculteurs de s'engager dans des réductions de pesticides, dans des réductions d'engrais azotés. Et aujourd'hui, il y a à peu près, bon, ça vient de changer, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas le budget, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait la moitié du territoire des Pays de la Loire où les agriculteurs, en fait, avaient aucun accompagnement par les politiques publiques s'ils souhaitaient réduire l'utilisation de leurs pesticides ou les engrais azotés, à part le passage en bio, mais qui est souvent une marche un peu plus lointaine, où souvent, il y a beaucoup d'agriculteurs qui, même avant de passer en bio, qui prennent cette voie-là des mesures agro-environnementales. Donc, il y a des vrais choix politiques à faire là-dessus aussi. Et puis, le dernier élément qui est sur les mesures de relocalisation, de soutien aux programmes alimentaires territoriaux, par exemple, où là, c'est pareil, il peut y avoir des critères plus ou moins stricts sur le bio, hein, notamment, ce qui n'a pas vraiment fait le choix non plus la région, enfin, c'est la majorité du conseil régional. Donc voilà, il y a des vrais choix à faire, oui, en matière de déclinaison de la PAC en région. Merci pour ta réponse. Gaël nous pose aussi une question sur Zoom, un peu plus tranchée. C'est: l'objectif est-il de supprimer la viande totalement dans la restauration scolaire? De supprimer totalement la viande. C'est une question. Ouais, c'est bien ça. Je sais pas, non, je pense pas que ce soit l'objectif. L'objectif, ça a été de mettre un repas végétarien par semaine. On l'avait testé d'ailleurs en Mayenne avant que ce soit en place. On l'avait testé en Mayenne avec le département et les collèges, et en prévenant bien les parents, en prévenant tout le monde. Ça s'était très très bien passé, et les repas avaient été très appréciés. Et dans la presse, le lendemain, il y a eu une réaction forte des producteurs de viande, en disant qu'on était un département de viande et qu'on était en train de supprimer la viande dans les collèges. C'est absolument pas ça. Voilà, l'objectif, c'était de faire un repas végétarien pour effectivement consommer un petit peu moins de viande, mais il n'est pas question de réduire, à ma connaissance, toujours de supprimer la viande dans la restauration collective. Merci pour cette précision, effectivement. Et par ailleurs, au-delà du repas végétarien, on peut aussi travailler à réduire la place des protéines animales en général. C'est-à-dire que ce qu'on a tous vécu à la cantine à l'époque, on a une tranche de pâté en entrée, un plat de viande, du fromage et un laitage. Peut-être qu'on peut aussi on peut réfléchir autrement le repas dans son ensemble, même réduire le grammage. Enfin, il y a beaucoup de restaurations collectives qui font ça. Par ailleurs, ça réduit un petit peu le coût, parce que la viande, c'est un coût, donc ça permet de prendre de la viande de meilleure qualité, issue de viande locale, labellisée par exemple, et puis aussi d'investir dans autre chose. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages à penser les repas de manière plus globale. Merci. J'ai une question de Karine Esnay par Zoom. Une SCIC se monte entre maraîchers et 2 restos à Nantes. La coopérative constituée empêchera toute spéculation foncière. Tous les salariés ont le même salaire, les mêmes horaires. Ce modèle ne pourra-t-il pas se réaliser entre un ou plusieurs lycées et des maraîchers, avec la participation des jeunes sur le terrain ou dans la gestion? Peut-être pour porter quelques éléments de réponse. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur quelle forme d'association, quelle forme d'installation on peut avoir, sachant qu'aujourd'hui on a une vraie problématique qui dure depuis un moment, hein, sur l'installation, sur le coût de l'installation, sur la transmission aussi, où quand il y a des niveaux de capitaux dans les fermes qui sont importants, sur aussi la protection sociale, où c'est vrai que nous paysans, en termes de protection sociale, c'est quand même pas extraordinaire, et que la protection sociale des salariés, notamment dans les SIC, est quand même pas inintéressante. Donc voilà, il y a beaucoup de réflexions en ce moment qui se mènent sur ces sujets-là plus sociaux, et de comment est-ce qu'on peut travailler en collectif. Donc ça peut être effectivement des formes à
à faire émerger. Il y a quelques exemples. Donc, il faut regarder ça de près. Et sans doute que la région peut aussi avoir un axe de travail là-dessus sur comment est-ce qu'on fait de l'installation un peu autrement dans les années à venir. Merci. J'ai Patrick Yu de Zoom. Les installations sont essentielles, mais le regroupement des futurs exploitants n'est-il pas un modèle à privilégier? Je ne sais pas si c'est regrouper des exploitations pour avoir des structures encore plus grosses qu'elles ne le sont. Non, je ne vois pas vraiment l'intérêt, mais peut-être que dans la question, il y a autre chose que je saisis pas bien. Je ne sais pas. Si Mathieu, tu as… Non, bonsoir Patrick, mais non, j'ai pas beaucoup plus d'éléments. Non, effectivement, après, je pense qu'il y a chaque projet, chaque porteur de projet porte son truc. Il y en a qui souhaitent plutôt travailler en collectif, d'autres plutôt familial ou même individuel. Donc après, voilà, chacun essaye de mener sa barque avec des changements au fur et à mesure des années qui peuvent se produire. Voilà, il y a une vraie problématique sur le rythme de travail en agriculture, ça c'est vrai. Voilà, que le travail en collectif peut permettre d'approcher. Voilà, je pense que c'est à chacun aussi de définir ce qu'il a envie de faire là pour le coup. Peut-être que dans la question aussi, il y a le fait que il y a une sorte de décorrélation entre des systèmes à taille assez importante et de plus en plus importante, et le fait que si on veut revenir à des systèmes agroécologiques ou bio, finalement, l'usage de ces bâtiments, de ces terres, etc., doit être un peu redécoupé. Et c'est vrai qu'il y a une adéquation peut-être à retrouver entre ces modèles qui s'agrandissent et puis des modèles peut-être un peu de taille différente. Et c'est vrai que je crois que le réseau Impact travaille sur la dimension collective de ces reprises en disant voilà, à partir d'une ferme qui va être transmise, comment on repense finalement l'installation de un ou plusieurs salariés en ayant accès aux bâtiments, au matériel, etc., aux terres. Enfin, il faut aussi repenser une mosaïque finalement d'activités au sein d'une activité qui était plus importante. Donc c'est vrai qu'il y a ces réflexions-là, notamment dans certaines régions céréalières. Si c'est partir d'une grande exploitation pour la rediviser en plus petites structures avec différents ateliers, là, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant. On commence à avoir, il y a quelques exemples, mais pour l'instant, on est en tout début quand même. Ok, j'ai une question encore de Gaël. Qui nous demande qui nous dit la France prend la présidence de l'Europe de janvier à juin 2022, donc en pleine négo de la nouvelle PAC. Nos élus doivent-ils faire remonter auprès de nos représentants politiques au Conseil des mesures plus compatibles? Eh ben, ça va être un peu tard, Gaël. En fait, là, au niveau européen, les négociations de la PAC, elles sont bien enclenchées. Elles seront finalisées sans doute là. C'est la présidence portugaise qui a pris au 1er janvier. Donc, sans doute qu'au premier semestre 2021, ce sera quand même quasiment bouclé, quoi. Donc, de ce côté-là, il va falloir attendre encore une prochaine fois. Ceci dit, il y a encore un peu des marges de manœuvre là dans les mois à venir, et sur lesquelles nous, enfin, pour le coup, avec pour une autre PAC au niveau national et européen, on essaye de faire pression à la fois auprès de la France et auprès des députés européens et de la Commission européenne pour qu'il y ait des choses qui bougent, mais on reste là sur de la finalisation, quoi. On n'est plus sur les grandes orientations. Après, pour vous donner quand même raison sur d'autres points, il y a aussi d'autres politiques européennes qui sont en construction. Là, je pense au Pacte vert, au Green Deal, qui, eux, pour le coup, ont des déclinaisons ont des déclinaisons qui peuvent avoir une implication sur l'agriculture. Donc là, il y aura sans doute des choses à voir au niveau européen, au niveau de la présidence française de l'Union européenne, effectivement, sur ces politiques-là. Merci, Mathieu. Gwenaël Craes qui nous repose une question. Y a-t-il des expériences sur notre territoire de régie communale qui permettraient d'inciter le consommer local? J'en ai pas connaissance. Je pense qu'il y en a ça commence à se développer dans plusieurs. Après, moi, mon avis un peu plus personnel là-dessus, c'est que ça reste des expériences qui sont très intéressantes. Je pense qu'ils peuvent permettre à la fois d'avoir un niveau de production
qui peut assurer un bout de la restauration collective dans une commune ou dans une ville, que ça peut aussi assurer un rôle d'animation auprès des scolaires, auprès du public, qui peut être vachement intéressant. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme une solution à l'approvisionnement local de la restauration. Enfin, voilà, il va falloir des paysans et que ça ne peut pas être la seule solution, les régies municipales, pour solutionner tous les problèmes. Il va falloir faire avec le monde agricole. Il y a quelques collectivités qui s'interrogent sur parce qu'ils sont propriétaires de quelques hectares autour de la ville et qui s'interrogent sur éventuellement du maraîchage. Mais moi, je ne connais pas beaucoup d'expériences. Enfin, il y en a quelques-unes, je pense, où ça a démarré. Mais pour l'instant, il y en a peu. Merci. Bon, l'heure est venue de conclure cet atelier, il est 46. Comme le veut la coutume, il me reste une dernière question à poser à nos intervenants. Donc, si vous étiez vice-président ou présidente en charge de l'agriculture et de l'alimentation à la région des Pays de la Loire ou son conseiller spécial, quelle serait votre première mesure? On peut commencer par Amandine. Je crois que tu en avais déjà évoqué. Oui, j'en ai évoqué plusieurs et si je m'attache à mon point d'entrée qui est la partie rendre accessible une alimentation saine et durable à toutes et tous. Il me semble que investir dans la restauration collective est un moteur parce qu'elle permet de tirer l'offre et de proposer une alimentation saine au plus grand nombre, voilà, et pas seulement à ceux qui le choisissent à un moment donné, mais d'offrir cet accès et puis de pouvoir discuter de son alimentation autour des cantines, puisque c'est un espace aussi de démocratie alimentaire. Mathieu? Moi, je ne veux pas en donner, en fait, parce que tout est lié. Non, c'est vrai, en fait, on peut pas prendre les choses par un bout, quoi. Faut les prendre par tous les bouts, en fait, parce que sinon, on aura du mal à y arriver. Donc, moi, c'est plutôt la question de la méthode, hein, je pense que la méthode sur les territoires, que la région devrait vraiment encourager la méthode sur les territoires, d'essayer vraiment d'avoir un maximum d'acteurs autour de la table dans les territoires pour faire avancer les choses. D'accord, merci. Et Joël, du coup? Ben, moi, ce que j'ai déjà dit, hein, que la région, si j'étais vice-président de la région, faciliter l'introduction de la bio dans les cantines, hein, essayer de participer, atteindre ces 20% de bio, là, mais travailler sur les cantines, mais aussi sur la production, quoi. Et plus globalement, la région pourrait avoir un rôle sur l'évolution de nos modèles agricoles, parce qu'on est quand même encore un modèle agricole qui est loin de tout ce qu'on a abordé ce soir, là. La région pourrait peut-être dire on va faciliter la mise en place d'une filière, par exemple de la viande, d'une filière viande, mais une filière viande en garantissant la qualité, hein, donc ça veut dire derrière un cahier des charges, une certification, et que la région aide à faciliter ça, à mettre en place ça, pour être un exemple, quelque chose qui pourrait participer à l'évolution de ce modèle agricole qui, à mon avis, qu'il va falloir qu'il change, parce qu'il y en a quand même, on va un peu dans le mur dans certaines situations, quoi. Tout à l'heure, on parlait des tailles d'exploitation. On se rend compte qu'aujourd'hui, que des exploitations à taille humaine, dans des systèmes économes, sont plus rémunératrices que la moyenne des exploitations, quoi. Donc voilà, si la région peut aider à aller dans ce sens-là, ben, très bien. Notamment en travaillant sur une filière de qualité comme ça. Bon, bah merci beaucoup pour vos propositions. Elles sauront nous inspirer pour l'élaboration du projet que nous porterons pour les régionales 2021. Un grand merci à vous toutes et à vous tous pour votre participation, et en particulier à nos 3 intervenants. Cet atelier sera disponible en replay sur YouTube et SoundCloud prochainement. Et si nous avons manqué de temps pour répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à nous les faire suivre en commentaire avec votre adresse mail pour pouvoir vous répondre
ou bien en nous écrivant directement à l'adresse contact@pdl2021.fr. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à signer l'appel, dont le lien est disponible en commentaire. Bonne soirée à tous et à bientôt. Bonsoir. Merci, au revoir.